Se lancer en immobilier à temps plein à l'âge de 25 ans, développer des partenariats, s'associer, s'éduquer, persévérer et être capable de commencer à mettre les fondations pour un empire immobilier avant l'âge de 30 ans. Découvrez aujourd'hui l'histoire de Jean-Philippe Bellil et Nicolas Galarneau, deux jeunes investisseurs immobiliers hyper dynamiques qui n'ont pas froid aux yeux. Nicolas, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Jean-Philippe? Ça va super bien. Excellent. Good. Fait qu'on a une émission, on va dire, remplie d'énergie parce que là, Yes. à l'âge que vous avez, vous êtes supposé d'avoir de l'énergie en masse. Hein? On en espère. Ouais. On en a Avec pas mal. les 10 000 projets que vous faites. Ouais, ça va très bien. Ouais. Fait que pour les gens qui écoutent en ce moment l'épisode, est-ce que vous pouvez prendre comme quelques minutes pour expliquer exactement où vous en êtes dans votre carrière d'investisseur, puis vous êtes associés en même temps, comment que ça s'est fait, tout ça, on va rentrer là-dedans. Ben, en fait, c'est assez simple. J'ai rencontré Jean-Philippe à peu près là, 1 an et demi. OK. Et puis, moi, j'avais fait des cours, j'étais d'immobilier, puis dans le fond, je voulais vraiment pousser mes connaissances. Des cours avec Nicolas. Oui, deux cours avec Nicolas. Puis... Ouais, c'est vrai, tu avais fait les premiers, Les premiers cours ouais. d'ingénierie financière qu'on avait donné en 2016. Puis que c'était Nicolas en personne qui l'avait donné. Tout le cours qu'on Tout le cours. Nicolas, ça avait pris 2 mois de le préparer. Yes. Ça n'a pas paru, mais c'est une chose qui arrive. Mais tu sais, dans un sens, nous autres, je l'ai rencontré. Je n'étais pas dans le même contexte de l'immobilier. Lui, il travaillait. Moi, j'étais représentant des ventes chez Kubota. On s'est rencontrés là. Lui avait l'air allumé, moi aussi. Il avait juste l'air allumé. Ouais, c'est ça, il avait l'air. Le feu en arrière, mais Fait que dans le fond, je m'en allais acheter une pelle mécanique. Puis dans le fond, j'ai rencontré Jean-Philippe. Ah ouais? Après ça, dans le fond, il me demandait qu'est-ce que je faisais. J'ai dit, je fais un peu d'immobilier à travers tout ça. Puis là, ben, ça a venu que moi, j'y ai montré que je faisais de l'immobilier. On s'est rencontrés. On a fait il m'a une montré son tableau Excel, tout ça. Puis je trouvais que ça faisait de la logique. Puis, le premier tableau Excel. Ah ouais, tu vois? C'était pas la même affaire qu'actuellement. Non, c'est ça, la première version. C'est ça. Ouais. Fait que dans un sens, en faisant ça, ben là, on a commencé à analyser. On a acheté un premier Siplex. C'est ça, v'là 1 an. Ça n'a pas été long. V'là 1 an, on s'est incorporé, on a fait les bonnes structures au départ. Là, on a acheté le premier 6. Et puis, ça a bien été. On a refinancé, on a retrouvé nos sous. C'est un 6 qui était à optimiser dans le fond. Un 6 à optimiser dans le secteur de la chute, parce qu'on investit pas mal à la chute actuellement. Ouais. Après ça, j'ai été à une autre rencontre, une soirée de Nicolas à Montréal. C'est juste non, mais c'est vrai, juste en rentrant, avant de rentrer dans la salle, on avait pour but. Fallait acheter les 3 autres 6 qu'il y avait à côté. Okay. Fait que là, on avait pour but, mais il fallait trouver un partenaire pour pouvoir les acheter. Assez solide. Assez solide parce que ça prenait quand même une bonne liquidité. Ouais. Et puis, on est arrivé. Puis ben, on a parlé de notre parcours. Un peu avec quelqu'un qui était sur place. Puis même pas en rentrant, on avait la personne qui voulait venir samedi voir sur le chantier pour acheter les 3 autres. Ouais. Fait que là, on est arrivé. Ça, c'était le premier forum des investisseurs de la MREX, je pense. Oui, à Montréal. Ouais. Le premier, il y avait pas mal tout le monde. Là, sur... Fait que là, on lui a montré qu'est-ce qu'on avait fait. Ça. Fait que c'était facile, l'exemple était là. Les autres étaient pareils à côté, il y en avait 3 autres. Okay. Donc la crédibilité était... Mais c'est des choses intéressantes parce que oui. Juste dans ce que vous avez raconté, là, premièrement, où est-ce que je mets je trouve que c'est important de souligner, c'est le fait que toi, Nicolas, tu as investi dans ton éducation, tu es venu faire des cours, que ça a été à l'AMREX, que ça a été au HEC, que ça a été n'importe où, dans peu importe. Là. Mais la vérité, c'est que tu es allé faire des cours, tu t'es appliqué puis je me rappelle que tu t'appliquais à apprendre comment calculer, comment utiliser le chiffrier. Puis le fait que tu as décidé de faire ça, puis d'investir, ça a quand même... Ça a eu de l'influence. Ça a eu de l'influence sur le fait que toi, Jean-Philippe, tu as été game d'investir avec lui puis d'être associé avec lui parce que ça a amené une crédibilité. Yes. Fait que quand on parle de retour sur investissement, des fois sur l'éducation, la formation, souvent les gens ils vont dire « Ah, pourquoi tu dépenses des milliers de dollars en formation? » Mais écoute, si tu peux trouver un partner que 25 000, 50 000, 100 000 ou qui te permet de grossir de X nombre de transactions, le retour sur investissement il est super facile à calculer. Là. Oui, parce que je me suis rendu compte qu'avec le tableau, c'était tellement calculé qu'on ne pouvait pratiquement pas se tromper. Fait que toi, ça t'a mis en confiance de t'associer avec, c'est ça.
Ça, c'est important. Je trouve que beaucoup de gens veulent s'associer. Il y a beaucoup de gens dans l'immobilier, puis on le voit quand on va dans les événements de réseautage, ils cherchent des associés, mais ils n'ont pas mis les choses en place pour être attirants pour un associé. Oui, effectivement. Je veux dire, il y a plusieurs manières d'être attirant pour un associé. La manière la plus facile, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup d'argent, tu es attirant pour toutes les autres personnes. Tout le monde veut s'associer avec toi si tu as 500 000 liquides dans ton compte de banque, on s'entend. Sauf qu'il faut que tu sois convaincant, par exemple, pour avoir cette personne-là. Oui, c'est ça. Mais si tu n'as pas ça, là, faut vraiment si tu n'as pas d'argent, il faut vraiment que tu sois, tu saches comment prospecter, que tu as accès à beaucoup d'occasions d'achat, que tu saches vraiment calculer la rentabilité puis préparer des optimisations. Mais il faut que tu aies quelque chose qui fait en sorte que l'autre personne va avoir envie de s'associer avec toi. Puis qu'est-ce qui est vraiment plus dur quand on commence, là? C'est de se créer un background. Ouais. Le premier, ça a été vraiment tough. Là. Ça a peut-être pris, je te dirais, 1 an. Là, on se voyait, puis c'était dans les débuts. Un an, ça m'a pris 1 an avant de trouver Jean-Philippe qui dit OK, go, on le fait. Ouais. Puis après ça, une fois c'est une fois fait, tu es tellement confiant, puis tu peux tellement montrer ce que tu as fait, puis ça a marché, que là, après ça, le monde, ça vient vers toi. Ça fait effet contraire. Mais là, ça amène un autre point, c'est la patience. Ouais. Parce que plus qu'on est jeune aussi, on se dit, OK, 1 an, c'est long. Mais en vérité, dans une carrière d'investisseur, là, t'as quel âge? 27. Moi, j'ai 25. OK, bon. Fait que, il y a des bonnes chances que vous êtes investisseur immobilier là, pendant au moins les 40 prochaines années. Là. Fait que, quand ils pensent, là, 1 an, c'est rien. Mais souvent, le monde se décourage. Ils vont aller dans des réseautages, ils vont faire un cours, ils vont essayer de s'associer du monde, puis ils vont essayer d'embarquer dans le marché, puis ça va prendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi, puis ils vont se décourager parce que c'est trop long. Mais en vérité, c'est pas long. Là. Non. Ça demande la patience, surtout si on a des ambitions. Ouais. Puis l'autre point, c'est les réseautages. Puis moi, je suis le premier à dire, à un moment donné, il ne faut pas que tu ailles dans tous les réseautages parce que ça peut être des pertes de temps aussi, ça peut être des trous noirs par rapport à l'énergie, le temps, l'argent et tout ça. Mais ultimement, si tu ne sors pas et tu ne rentres pas dans le marché, tu parlais des 2-6 logements, je veux dire, vous n'auriez pas eu cette occasion-là si vous n'étiez pas allé dans une soirée où il y avait une chance de parler avec d'autres personnes dans le marché. Fait que, c'est important de ne pas rester derrière juste son écran à faire des analyses d'immeubles. C'est très humain, l'investissement immobilier. Puis c'est pas cheapé. Non. Tu sais, je me rappelle, je pense que c'était 100 $ le billet. Mais c'était une soirée à 100 $. Premièrement, ça vient d'éliminer un méchant paquet de personnes que, oublie ça, s'ils ne sont pas capables de se payer 100 $ le billet, ils ne feront peut-être même pas d'immobilier de sa vie. Là, il n'y aura pas de wearers, parce qu'on s'entend qu'une soirée à 20 $, ça va attirer beaucoup de wearers, parce que le monde n'a pas de grand risque. Ils pensent, ça serait le fun d'investir en immobilier, ils vont y aller. Puis, ça ne veut pas dire que les soirées à 20 $ n'ont pas leur place, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Mais effectivement, quand tu as une soirée plus haut de gamme, à 100, 125 $, il y a des bonnes chances que les gens qui sont là, des gens qui sont plus sérieux. Toi, si tu cherches un partner ou tu cherches des deals ou tu veux passer la POC à quelqu'un, tu as besoin d'avoir ces gens-là. C'est ça, c'est important. Ouais. Vraiment pas cheaper. Puis, même d'informations, là. En tout cas, moi, j'y crois, il faut, pogne le top. Commence pas à gosser avec 1 ou 2, puis si c'est vraiment ça que tu veux faire, vas-y, puis fonce. Puis même si réellement, là, si tu n'as pas vraiment l'argent, c'est peut-être même le seul argent que tu as. Je parle de cause, là, mais mettons que c'est le seul argent que tu as, mais tu te dis, crime, comment je fais pour réussir? Mais tu n'auras pas le 100 000 ou quoi même pour investir. Donc, investis-le en toi. Puis toi, t'es quand même allé en ligne pas mal. Oui, je suis allé en ligne. Puis tu sais, moi, je suis le premier à avoir beaucoup au fil du temps dire aux gens, effectivement, si t'as pas d'argent pour investir en immobilier, je pense pas que c'est la meilleure chose. Tu sais, commence par régler tes dettes, commence par épargner un peu et tout ça. Mais je le nuance toujours un peu parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui vendent le rêve, qui vendent lâchez votre job en 90 jours, puis blablabla, en autant que vous dépensez 4-5 000 chez nous, là, ce que je trouve en tout cas. Mais ultimement, tout revient à la personne. Si toi, tu as déterminé que, puis j'ai beaucoup d'étudiants en tête qui ont passé chez nous, pas beaucoup, parce que c'est pas la majorité chez MREX, mais j'en ai plusieurs en tête qu'ils ont mis leurs dernières économies dans leur formation, ils sont allés all-in, mais il y avait l'attitude derrière, puis eux autres, ils avaient décidé, là, je brûle les bateaux, puis je m'en vais à 100 %, puis ça a marché. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas faire ça parce qu'ils ne sont pas mentalement rendus là, ils ne sont pas prêts à s'engager, à persévérer puis à vraiment tout faire pour réussir parce que
t'as bien beau faire des formations, t'as bien beau faire du réseautage, mais ultimement, qu'est-ce que tu fais avec les connaissances que tu as acquis? Qu'est-ce que tu fais avec les contacts que tu as fait dans le réseautage? C'est ça qui est important. Mais ça part de toi. Ouais. Ça part de ta motivation. Là. Puis il faut que tu trouves une entente qui est win-win. Ouais. Comme tu disais dans ton cours, au même début, ça va être lose-win. Oui, même tu devrais être perdant au début. Oui, tu devrais être c'est perdant. clair. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment ça. Ouais. Au début, il faut que tu sois prêt à perdre. Ouais. Mais après ça, avec ton background de qu'est-ce que tu as fait, là, c'est un autre Ça, pour les gens qui écoutent en ce moment, qui n'ont peut-être pas fait les cours chez MREX, la philosophie, c'est, on va l'expliquer un peu, là, c'est que, tu sais, on parle souvent de win-win, puis, tu sais, ultimement, c'est ça qu'on veut, parce que tu veux pas une situation win-lose où toi, tu as profité, exemple, mettons, dans une transaction, là, si tu t'en as passé une petite vite au vendeur ou au courtier du vendeur, puis tu as gagné, puis eux, ils ont finalement été perdants, c'est peut-être bien le fun sur cette transaction. Tu as peut-être fait ton profit à l'achat, mais tu as peut-être brûlé aussi plein de potentielles transactions futures parce que tu as agi de mauvaise foi ou tu as essayé de trop dominer davantage la personne. Fait que tu essaies de trouver un terrain d'entente. C'est pour ça qu'exemple, les gens pensent que les balances de prix de vente, c'est si dur à négocier. C'est pas dur à négocier quand tu comprends le concept du win-win puis comment que tu es capable de présenter que dans certaines situations, la balance, ça serait gagnante pour le vendeur et elle serait gagnante pour toi. Donc, pourquoi pas le faire? Puis, dans les partenariats, ce que je suggère souvent, c'est tu veux t'associer à quelqu'un, bien, ta première fois que tu vas t'associer à quelqu'un, tu devrais même essayer d'y en donner un peu plus que ce que toi, tu reçois de la relation. Ouais. Donc, tu es lose-win pour l'autre personne, ce qui est un peu contre-intuitif, là, parce qu'on se dit, ouais, mais moi, si je peux avoir 60 % de l'entreprise, pourquoi j'en donnerais 50? Je peux y en donner 40 puis il va être content. Ouais, sauf que ça, c'est de penser court terme. Pense long terme, parce que comme tu disais, l'important, ce qui est plus dur, c'est toujours ta première transaction, ton premier partenariat. Donc, donne-toi les chances pour l'avoir, puis après ça, tu penseras à profiter après, mais mets les bases en premier. Oui, vraiment. C'est sur le volume. Combien de gens tu peux convaincre d'en faire des partenariats si tu leur en donnes un petit peu plus que les autres? Oui, bien tu livres plus, fait qu'après ça, les gens, en plus, ils viennent vers toi, tu sauves de l'énergie. Puis au lieu de courir après le monde. En même temps, ils se disent, si ça va bien, c'est rendu facile avec eux autres, ça va bien, puis j'ai pas besoin de me casser la tête. Donc là, quelqu'un d'autre l'approche, il va y penser deux fois. Ouais. Il va y penser deux fois d'y aller vers, s'il va investir, parce que c'est comme à recommencer la relation avec eux qui font la job en réalité, là, qui optimisent les blocs ou qui fait la transaction. C'est souvent les personnes qui ont de l'argent, mais on se le dit, là, les autres, ils veulent juste un retour sur investissement sur leur argent. Là. Ils ne sont pas prêts à se mettre la main à la pâte et à faire qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, de là, puis ils trouvent déjà ça dur d'avoir fait une première transaction avec toi. Fait que là, les autres qui arrivent en auto, si tu n'es pas préparé ou que tu n'as pas un moyen bagage, il n'ira pas pour moins puis il va se dire non, je vais continuer avec les personnes avec qui j'ai eu confiance, ça a bien été. T'sais. C'est un peu le même. Ils ont tendance à continuer. Un coup, ça a bien été, ben là, ils vont vouloir continuer. Puis ça... Là, vous autres, vous êtes jeunes, les deux, vous n'avez même pas 30 ans. Comment que vous vivez ça? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute en ce moment qui sont jeunes, qui ont en bas de 30, en bas de 25, en bas de 20. Ou il y a peut-être même des parents qui écoutent puis leurs enfants pensent à sauter dans l'immobilier. C'est quoi investir dans l'immobilier à cet âge-là? C'est un bon step. C'est un bon step. Dans le fond, on fait ça temps plein. Les deux, on a lâché nos jobs. Ah oui, c'est vrai? On a fait un an là, que je fais ça temps plein. Jean-Philippe, peut-être 8 mois. Ouais. C'est un gros step. C'est un gros step parce que ça te mène à penser autrement. Okay. Tu sais, dans le fond, là, quand tu vas travailler, tu te lèves le matin, mais tu travailles pour l'argent. Ouais. Tu sais, tu travailles, puis il faut que tu... Là, je travaille pour moi. Ouais. Tu sais, on travaille pour moi. J'ai plus de temps de qualité. Je me lève le matin, c'est plus facile. Puis je sais que je crée quelque chose qui m'appartient. Fait que, tu sais, en réalité, là, la vraie chose, je pense, il faut que tu acceptes de gagner moins les premiers temps. Il faut que tu acceptes de gagner moins, d'avoir un pas de... tu sais, moi, j'appelle... c'est pas un pas de recul, un pas de côté pour mieux avancer. Ouais. Après ça, tu regardes l'ensemble, puis tu essaies d'être structuré, d'avoir une équipe autour, puis après ça, ça fait un bout, là, tu es stressé au départ, mais après ça, ça va vraiment bien. Puis parce que quand tu deviens un nouveau-preneur aussi, c'est le fun, tu sais, les gens sont comme, tu as plus de temps libre, tu as plus de contrôle sur ton horaire, mais aussi, veux pas, tu as le stress de produire maintenant, ce qui est une bonne et une mauvaise affaire, tu sais, c'est tout dans la manière tu le gères. Mais ce que tu bâtis, tu le fais pour toi, tu sais.
C'est ça la différence. C'est clair. Tu travailles pour un employeur, tu travailles à monter sa business. Ouais. Nous autres, ce qu'on a décidé, c'est... C'est correct. Je veux dire, il y a bien du monde dans la vie qui sont heureux puis ça en prend. Là. Ils ne seraient pas capables de gérer ça. Mais si tu es fait pour ça, fais ça. Sois pas un immopreneur ou un entrepreneur. Si tu es fait pour être un entrepreneur, un immopreneur, ben, c'est sûr que tu vas être malheureux si tu restes un employé. Puis, il y a aussi une ligne milieu, là, ce que j'appelle les intrapreneurs, qui est toute une autre population à ce niveau-là. Au niveau de vos amis, est-ce que tous vos amis, c'était du monde immobilier? Non. Ils vous perçoivent comment? Là, vous êtes deux malades de 25-27 ans qui disent « Ah, nous autres, on lâche notre job et on fait de l'immobilier. » Au départ, c'était dur. Ouais. Ouais, au départ, c'était dur. C'était ta mère ou ton père t'a dit comment tu vas arriver. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas cette mentalité-là. Ouais. Fait que là, ils rejettent un peu leur peur sur toi. Ouais, ils rejettent. Il y a du monde négatif aussi, qu'il faut que tu mettes de côté parce que toi, tu crois en ce que tu fais, puis eux autres le croient moins. Ouais. C'est sûr que ça, c'est. Faut que tu filtres. Ouais. Ton entourage change. Faut quand même que tu gardes tes amis day-to-day, ça j'y crois vraiment, parce que ça permet de décrocher aussi. Nous autres, on est des machines, je pense tout le temps, on pense tout le temps à ça. Là. Tout le temps, comment on va faire, comment... Fait que si tu n'as pas de monde autour pour parler pas de ça... C'est comme changer d'idée un peu. Là. Puis tu viens avec deux catégories de personnes. Tu as des amis d'affaires, puis tu as des amis day-to-day. C'est un peu ça qui se passe, mais... C'est important de garder un bon équilibre. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de coachs de vie puis d'auteurs qui sont comme... débarrassez-vous de tout le monde qui sont pas là... S'ils ne sont pas négatifs par rapport à toi... C'est ça, s'ils ne sont pas négatifs, je veux dire, moi j'en ai encore plein d'amis qui ont... Le monde des affaires les intéresse pas, puis ils ont un job de 9 à 4, puis la petite vie ben relax. Puis c'est vrai que ça fait du bien des fois, moi aussi, comme entrepreneur, de dire, OK, moi ce soir, là, ça fait 25 jours de suite que je pense à mes affaires du matin au soir. Là. Le soir, je vais prendre ça tranquille. Je vais aller passer une soirée avec mes chums d'enfance, que eux, là, ils parleront pas de business, ils parleront pas de ça, puis ça va me permettre de décrocher un peu, puis de trouver un certain équilibre. C'est super important. Oui, mais je pense que c'est bon pour le moral. À un moment donné, tu es tout le temps autour, tu vas appeler ton chum d'affaires, puis là, tu as une mauvaise journée. Ça te tente plus ou moins peut-être d'en parler. Ça te permet de décrocher. C'est ça. Puis le monde change aussi. On rencontre des nouvelles personnes, puis on se tient plus avec eux autres. Les amis aussi changent un peu. Mais... Les parents sont moins peureux après un an, 8 mois? Plus confiance. Ils ont pas mal plus confiance. Puis, après un an là, que tu fais ça, puis que t'as pas... C'est un sujet auquel on ne parle pas vraiment en immoprenariat, en investissement immobilier et tout ça. Surtout dans le cas comme vous, qu'il y en a beaucoup qui ne lâcheront pas leur job, ils vont faire de l'investissement comme on the side ou à temps partiel, mais lâcher vos jobs et faire ça à temps plein. D'un, il faut que tu deals avec tes propres peurs à toi puis tes propres insécurités, mais en plus, quand les autres t'en mettent par-dessus toi, je pense pas que c'est jamais de mauvaise foi là, que les parents font ça. Ils veulent le bien de leurs enfants, mais c'est aussi deal avec leur propre peur. Là. Fait que, mettons, je vous pose la question, est-ce que vous regrettez d'avoir sauté à pieds joints dans l'immobilier? Pas du tout, non. Non, vraiment pas. Ça a été une des meilleures décisions. C'est sûr que, on vit... c'est différent, mais par contre, est-ce qu'on retournerait à ce qu'on faisait avant? Ouais. Non, juste parce que la liberté que ça nous apporte, à mon avis, là, ça vaut plus que de l'argent. C'est sûr que vous allez vivre des obstacles, des défis. En fait, c'est ça la job. La vérité, c'est quasiment une job de pompier. Oui. C'est une job de constamment éteindre des feux. Puis, on apprend beaucoup aussi. Puis à chaque fois que tu penses que tout va bien, tout est bien seté, bien structuré, que tu te lèves un matin et tu te dis « Ah, wow, je suis vraiment fier de la business que j'ai montée ou des affaires que j'ai montées. » Puis là, boum, finalement, c'est toujours cette journée-là que tu te rends compte, finalement, t'as peur, il y a encore de la job à faire. Il manque 100 000 pour le financement. On pensait que tel financement allait sortir, on avait engagé tel employé, on pensait que t'étais vraiment sa coche, finalement, ouf, peut-être pas ça. Il faut refaire sa job. C'est ça. Puis là, il faut livrer pour, mettons, le gars, il rentre la semaine prochaine dans son nouvel appartement rénové. Tabarnouche, là, faut que tu travailles de jour, de nuit. Mais c'est là que tu parles, tu rentres dans le vrai mindset. Là. On parle pas de mindset là, ésotérique, mais dire que ça, faut que ça t'excite. C'est peut-être pas naturel. Je pense pas que c'est naturel de dire tu vis ces situations-là, puis automatiquement, tu es excité à dealer avec. Là. Mais il faut que tu t'entraînes consciemment à dire OK, t'as peu là. Je m'apitoie pas sur mon sort.
je vois pas ça négativement. Je décide de ne pas le voir négativement. Même que je vais décider, là, c'est quoi, que ça me craint. C'est quoi, je craquerai, puis là, je suis excité. J'ai plus encore envie de faire avancer ma business de cette manière-là. C'est là que tu réussis à trouver des solutions puis à sortir de cette impasse-là. C'est la force aussi du partenariat. Ouais, Mettons, il arrive une situation, lui m'appelle, c'est sûr, moi, je vais le voir beaucoup moins intense que lui. Fait que là... Peut-être qu'il a mal dormi hier. Et toi, t'as bien dormi. Fait qu'il est un peu plus pessimiste de nature aujourd'hui. Puis que là, il a besoin juste un petit peu de ton énergie positive de cette journée-là. Peut-être que le lendemain, c'est le contraire. Tu sais. C'est clair que les partenariats, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on dit que c'est important de bien s'entourer. Oui, vraiment. Puis ça peut être difficile, je pense, quand on est jeune, de bien s'entourer. Parce que si tu n'as pas eu un entourage qui est déjà dans l'immobilier ou dans l'investissement ou que ça, c'est là qu'il faut que tu sortes un peu plus des chemins battus dans lesquels tu es habitué de te promener et d'aller trouver du monde. Oui, c'est l'importance de te former aussi. Je pense que c'est ça. C'est un mélange de tout. C'est un travail continuel. Puis il faut que tu passes à l'action. Ouais. C'est pas compliqué. L'immobilier, tu peux faire. Tu peux être devant ton chiffrier puis ça fait du sens. Nous autres, là. Tu peux avoir mille et une raisons pour ne pas passer à l'action. Puis je sais que toi, tu avais mille et une raisons pour ne pas passer à l'action. Puis tu as dit, j'y vais pareil, go. Ben ouais, j'y vais pareil, puis on le fait. Puis, maintenant, je te dirais que, mettons, là, on le calcule. Ouais. Bon, on le calcule l'immeuble. Ça peut bien être beau sur le chiffrier, là, tout ça. Là. Mais nous autres, là, c'est tout le temps, bon, il faut que je le visite. Ben oui. Faut que je cherche combien que j'ai à mettre dedans pour le rendre à tel montant que je veux, je veux le rendre. Compte que tout le muret dans l'arrière est fissuré, puis le locataire au rez-de-chaussée a scrappé le logement. C'est toujours des surprises. Toujours, comme tantôt, je rentre dans un logement juste avant de venir ici, qu'on visitait pour probablement acheter. Il y a un trou dans le plancher. T'es sérieux? Il y a un trou. Un trou et juste un trou. Puis les propriétaires ont affiché que c'était des 5,5, puis finalement c'était des 4,5. Ça, c'est commun. Les gens de faux, des faux 5,5, là, que c'est comme un petit bureau, pas de garde-robe, rien. Là, c'est définitivement pas un 5,5. Ouais, tu rentres, puis genre le 5,5, c'est où qu'il y a la table. Ouais. Bon, ben, ça marche pas. Fait que, faut tout le temps vérifier. Le monde, il y a un listing. Ça arrête au prix, ou il vérifie pas plus loin. En réalité, même, là, l'immeuble, il est trop cher. Ouais, il est trop cher. Tu l'as-tu vu? L'as-tu vu qu'est-ce qu'il y avait de l'air? Ouais. Est-ce que tu as vu qu'il y a un espace commun qu'on pourrait utiliser pour faire un autre logement? Oui. Est-ce que, toutes ces choses-là, des paramètres, est-ce que, nous autres aussi, on est beaucoup dans le terrain aussi en même temps. Est-ce que t'es-tu déplacé sur place que l'immeuble était sur 2 rues? Est-ce que l'immeuble en arrière pourrait avoir un autre immeuble? Ça, c'est tellement un point important parce qu'on en parle beaucoup en ingénierie financière du côté de. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas touché à rien qu'on enseigne, qui pensent que l'ingénierie financière, c'est juste des doctorats derrière des ordinateurs à calculer dans des chiffriers Excel, là, comme des fous. Là. Mais une grosse partie de l'ingénierie financière, c'est exactement ce que tu viens de dire. Sors de chez vous, là, sors dans le ton écran. Là, parce qu'il y a tellement de monde qui regarde, mettons, on va dire MLS. Donc, sur Centris, ils vont regarder tous les immeubles. Ils sont tous chers, les immeubles sur MLS. T'as-tu été voir? T'as-tu été en voir? Non, j'ai calculé, j'ai fait les chiffres, j'ai fait la méthode napkin. Ouais, mais OK, mais t'as-tu été voir les immeubles? Parce que tu pourras pas voir sur l'immeuble, justement, comme tu dis, t'as peur, on pourrait rajouter un étage, ou on pourrait soulever la bâtisse pour faire des logements en bas, ou il y a de la place pour faire un annexe, ou peut-être faire même un deuxième immeuble. C'est toutes des choses que tu vois pas, ou tu vois pas peut-être que, t'as peur. Là, il y a un condo qui est en train de se bâtir à côté, un condo là-bas, le quartier est en train de se relever. Fait que, oui, dans le contexte, si le quartier ne se relevait pas, l'immeuble est trop cher. Mais là, attends un peu, je vois ce qui est en train de se passer, je vois les loyers qui s'en viennent, les gens qui s'en viennent dans ce quartier-là ou dans cette ville-là. Tu vas changer la manière que tu calcules tes affaires, puis tu vas faire comme, attends un peu, là, la vraie valeur intrinsèque là, est plus élevée que le prix demandé, puis l'argent que j'ai à mettre dedans pour l'emmener là. Sauf que si tu n'as pas été sur le terrain, c'est quasiment impossible de voir ça. Peut-être la vision, il faut que tu vois plus loin que les autres, sinon... Non, si tu fais juste calculer, tu vas peut-être faire une transaction, même pas. Oui, c'est ça. C'est rendu là, premièrement, tu vas peut-être trop analyser. Ouais. L'analyse, tu vas peut-être arrêter de rester ça là. Aussi, c'est pas d'offre. Parce que c'est pas parce que c'est affiché à 715 000, peut-être à déterminer que ça en vaut 600, que tu fais comme, non, moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je dis pas d'aller faire une offre à 5,50, mais peut-être que tu peux faire une offre à 6,75, puis après inspection, le travailler un peu plus, puis te faire comprendre au vendeur, mais attends, là, tu sais... La vérité, c'est que ton immeuble, il vaut tant.
on a fait déjà ce travail ensemble, je suis intéressé à l'acheter quand même, mais tu sais, voici la valeur. On peut-tu trouver un terrain d'entente pour faire en sorte que moi, j'ai pas l'impression de te payer trop cher pour cet actif-là, puis que toi, tu n'as pas l'impression de te faire voler, puis... mais en même temps, il faut ramener c'est dur à faire si tu n'es pas dans la communication avec le vendeur. C'est sûr. Mais tu sais, si tu fais suite à l'inspection, puis que je te donne une idée, tu as des expertises pour 75 000 de travaux, puis là, tu arrives, tu dis au monsieur, c'est correct, je comprends, vous voulez votre prix, mais est-ce que vous êtes capable de, de faire, mettons, une balance de vente du montant de 75 000, je repayable, mettons, sur 5 ans, puis que comme ça, bien, on procède à une vente. Je ne vous ai pas baissé votre prix de 75 000, mais moi, au moins, ça m'a permis de régler tous les problèmes qu'il y avait, qu'il fallait qu'ils soient réglés. Toi, tu as fait travailler la valeur du temps, l'effet du temps sur la valeur de l'argent en contrepartie. C'est là que l'ingénierie financière est importante, là, de comprendre l'effet temporel que ça a sur l'argent. Puis là, tu trouves un win-win finalement à ce moment-là. Mais si tu n'as jamais fait l'offre, tu n'as pas démontré ton sérieux en visitant, en faisant inspecter. Tu sais, souvent, ce que les vendeurs n'aiment pas, c'est. OK, ils ont affiché. Le vendeur affiche, exemple, dans cet exemple-là, à 715 000. Puis tu l'appelles et tu dis, ouais, mais il ne vaut pas 715, je vais t'offrir 600. Il n'y a rien de pire. Tu sais, fais un peu de travail d'amont pour que le vendeur fasse comme, OK, je comprends pourquoi maintenant que tu arrives à 600 000, parce que tu arrives avec des comparables, tu as fait tes devoirs, tu as visité l'immeuble, tu as fait faire l'inspection. C'est pour cette raison-là que nous, on pense que c'est ça que ça vaut. Si ça vous intéresse de faire une transaction, on est super intéressé à le faire. Mais voici, ce serait quoi les conditions et les paramètres. Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour vous selon ce qu'on vient de vous présenter? S'il dit non, ça ne fait pas de sens, moi je veux 715 000, on s'entend. Tu passes à autre chose puis tu t'en vas à un autre appel. Mais la vérité, c'est que je pense que beaucoup des vendeurs, ils sont juste un peu mal éduqués ou ils ne sont pas conscients. Oui, c'est souvent des vieux propriétaires qui n'avaient pas d'éducation dans ce temps-là. Eux autres, ils sont pris de la porte. Ah, mais avant tout ce que tu achetais. Moi, j'ai mis ça à 102 000 la porte parce que c'est ça que mon voisin a vendu. Oui, mais avant tout ce que tu achetais, leur retourne vers le 30 ans, tout était bon. Ben oui. La meilleure chose à avoir faite dans ce temps-là, ça aurait été de tout acheter, mais le monde n'était pas connaissant. C'est clair. Fait que, tu sais, c'est ça qui est arrivé, que le monde, pas trop vite. Un à la fois, puis tout ça. Puis c'était la vieille mentalité aussi, il faut baisser les hypothèques. Fait que là, ils n'allaient jamais chercher leur plein potentiel de loyer. Puis ils allaient chercher. Il n'y avait pas d'amortissement au niveau de la comptabilité. Ils investissaient pas d'argent dans leurs immeubles parce que le taux d'inoccupation était tellement bas que. Ben là, c'est là qu'après ça, tu te ramasses sur un immeuble qui. Tu dis, ouais, mais j'ai 100 000 à mettre dedans jour 1 en l'achetant parce que vous, monsieur, vous n'avez pas mis d'argent dans l'immeuble depuis les 15 dernières années. Puis vous voulez le vendre comme si vous aviez entretenu la valeur de l'immeuble. Vous ne l'avez pas entretenu. Oui, il vaut 715. Mais il vaut 715 si vous avez mis 100 000 dedans. Vous ne l'avez pas mis. Fait qu'il vaut 615. C'est ça. Puis aussi les loyers. Ah, il paye bien. Il paye bien, c'est correct, on va pas l'augmenter, il paye bien. Mais tu sais, là, maintenant, le gars, il veut peut-être 800 000 pour son bloc. Puis on sort un financement de 600, mettons. Fait que là, il manque, à quelque part, tu sais, les barèmes de financement normal ne fonctionnent plus, ne font pas de sens. La mise de fonds est trop grande. La mise de fonds est trop grande. Fait que là, tu sais, il faut que tu t'amènes à être plus créatif, à essayer d'y faire comprendre aux vendeurs aussi, qu'est-ce qu'il y en a. Puis il y en a qui finissent par comprendre, puis il y en a d'autres que ils perdent de temps, puis ils comprennent. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser sur une propriété. Il faut que tu en fasses plusieurs pour que 2, 3 aboutissent. Ça me fait penser à, je ne sais pas qui disait ça, là, ça doit être quelqu'un de bien connu, mais dans la vie, ne dis jamais non pour la vie. T'sais. Ça a l'air ésotérique, là, mais en voulant dire, tu vois une meuble à vendre, là, dans ce cas-ci à 715, puis tu penses qu'il en vaut 600 ou 615, dis pas non pour l'immeuble. Laisse l'immeuble, puis le vendeur te dire non. Au moins, fais un peu l'effort, puis peut-être ça va me mener à rien, mais tu sais, au moins, tu as fait l'effort puis tu as créé l'opportunité. Peut-être que ça ne donnera rien, mais c'est à force de faire ça, c'est là que tu es capable à un moment donné arriver à plusieurs belles acquisitions. Là. Bien, tu sais, la théorie, c'est plus de fois que tu vas le faire, plus de chances que tu vas réussir à acquérir quelque chose. Tu sais, nous autres, là, peut-être du jour au lendemain, on en a visité, je sais pas, là, dans le premier temps, on a dû visiter au moins 10 immeubles. Mais tu sais, avant de tomber... Même si vous n'achetez pas, c'est de l'expérience, vous avez bâti votre œil.
vous avez été dans le marché, vous êtes en mouvement, c'est une bonne affaire. Oui, c'est ça. Ben, après ça, bon, on a peut-être fait passer des inspections, on a peut-être passé une coupe avant qu'un marche. Ouais. Il a fallu dépenser des dollars en réalité pour pouvoir que ça fonctionne. Mais après ça, ben, tu acquéris de l'expérience, Ben tu sais un peu plus où regarder. Tu as comme investi un peu en toi. Là, ça revient à ça. C'est une formation, ça, en fait, ben de soi, là, de faire tout ça. Fait que... Ou est-ce que vous voyez, on va finir là-dessus, est-ce que vous voyez pour les 5-10 prochaines années, c'est quoi les plans? Ben là, mettons qu'on commence cette année, le plan, c'est soit vendre, on a un gros terrain, c'est soit de le vendre ou de le bâtir, c'est un 90 unités en 2 phases sur le bord de l'eau dans notre secteur. Ça, c'est un plan rapproché si on procède. Sinon, ben, je te dirais que c'est day-to-day, il faudrait... Je peux pas, c'est un mélange de tout. Le développement de terrain, de tout ça. L'année passée, depuis 2018, on a fait 7 acquisitions. Puis là, vous venez de faire votre cours en planification stratégique au Collège d'Amrex. Yes. Vous avez préparé votre plan stratégique d'affaires pour les prochaines années. Yes. Ça va vous aider à bien vous diriger. Là, mais nous autres, on essaie vous avez du travail sur la table en ce moment avec le gros terrain. Oui, effectivement. Puis on a une offre d'achat sur un 8 aussi actuellement, plus 2-6. Fait que, je pense nous autres, on y va jour après jour. Ouais. C'est pas, c'est beau se mettre des gros objectifs. Je pourrais t'avoir dit, je veux 100 millions dans 10 ans. Oui, puis on s'en est déjà parlé. Hein, mais ça rétrécit-les un peu. Ouais. Moi, je vais jour après jour, je fais juste tout le temps une action constante. Ouais. Puis ensemble, fait que on réussit à monter, on monte, on fait des offres, puis c'est de même que ça grossit. C'est toujours une question de réussir à comme équilibrer un peu le fait que oui, ça prend un objectif à long terme, il faut avoir une vision d'où est-ce qu'on veut aller, mais ultimement, comme tu dis, il faut aussi être dans le day-to-day, puis pas juste, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'eux, ils se perdent dans leurs rêves puis leurs objectifs, puis ils vivent comme là-dedans, mais ils font pas les choses dans le day-to-day pour y arriver, parce qu'ils sont trop comme dans le futur, fait faut être capable de comme bouger entre les deux. Là. Tu leur demandes cette semaine combien d'offres d'achat tu as faites. C'est ça, exact. Ben, je n'ai pas fait. Tu vas acheter des immeubles. Bon, tu m'as dit que tu laisses en porte en 5 ans. Tu as analysé combien d'immeubles cette semaine? Je n'ai pas analysé. Ben, écoute, non, ça se planifie. As-tu pris ton char? As-tu été devant? T'as-tu cogné? Ça revient au même. Là. C'est clair. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine, les gars. Puis, à toi. Je vous souhaite beaucoup de succès. Je suis convaincu que vous allez en avoir. Je suis convaincu même que vous allez avoir beaucoup d'échecs et d'obstacles. Vous allez les surmonter, puis c'est là les meilleurs succès par la suite. Fait que, bonne chance. Merci. Bon succès. Merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que ça va vous inspirer à vous lancer en immobilier, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, peu importe l'âge que vous avez. Et si vous voulez en savoir davantage sur les formations du Collège de l'Amrex, je vous invite à visiter le site de l'Amrex et à cliquer soit sur le certificat en ingénierie financière ou celui-là en entrepreneuriat immobilier. À bientôt.